Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. Donc je pense que tout le monde a pu le remarquer, ça fait très longtemps que j'ai pas publié de vidéo sur YouTube. Je m'en excuse puisqu'actuellement je suis dans une période assez compliquée. J'ai pas mal de problèmes personnels, j'ai beaucoup de choses à régler, pas mal de choses à faire, donc ça va être vraiment très difficile pour moi de publier des vidéos comme je pouvais le faire auparavant. Auparavant, je pouvais sortir au moins une vidéo par semaine. Maintenant, je pense que je pourrais en faire tous les 15 jours. Si je peux en faire plus, j'en ferai plus. Mais sinon, il faudrait être patient. Donc voilà, je m'en excuse. Mais j'ai vraiment pas le choix. En tout cas, voilà, j'espère que vous pourrez le comprendre. Et en tout cas, je m'excuse encore une fois auprès de mes abonnés pour les reviews qui m'ont été proposées, par exemple, où j'avais aussi promis de faire les résumés de pay-per-view. Et c'est vraiment très difficile pour moi. Je suis toujours l'actualité du catch. Je regarde toujours les Raw, les SmackDown, les pay-per-view. Mais au niveau des chroniques et de ma chaîne, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'espère que vous pourrez le comprendre encore une fois. En tout cas, comme prévu, je vais vous chroniquer l'année 2007, puisqu'elle m'a été proposée par plusieurs abonnés. Donc voilà, j'ai commencé à regarder le premier pay-per-view de 2007 hier soir. En l'occurrence, New Year's Revolution. Ça fait très longtemps que j'avais pas regardé un show de 2007. Pour être honnête, c'est une des années que j'ai le moins regardé, puisque j'ai commencé à avoir une petite baisse au niveau de l'intérêt du catch en 2007. Je m'y suis remis en 2008, mais à l'époque, j'avais pas trop suivi 2007. Quelques pay-per-view comme WrestleMania, SummerSlam, mais voilà, dans la globalité, c'est une année que j'ai vraiment très peu regardé. Et au final, voilà, ça fait vraiment du bien de recommencer à redécouvrir ce genre de pay-per-view. Donc voilà. Il avait lieu le 7 janvier 2007 à la Kemper Memorial Arena de Kansas City, dans le Missouri, donc dans l'état de Randy Orton, pour l'info. Voilà, devant 10 000 spectateurs, ce qui en fait une influence très faible, je trouve. Du moins, pour moi, c'est le strict minimum, 10 000 personnes. Mais il faut savoir que c'est un pay-per-view qui était exclusivement réservé au show Raw. Donc voilà, on avait seulement le roster de Raw, ce qui peut aussi justifier le manque d'affluence. Donc 10 000, c'est assez bien pour un show exclusivement réservé à Raw, mais ça reste très faible par rapport à un show WWE. Donc voilà, le thème musical était le même thème que le New Year's Revolution 2005, c'est-à-dire un thème instrumental de Jim Johnson, qui est le compositeur officiel WWE. Donc voilà pour les infos. Petit tour de la cover maintenant. On a une cover assez fun avec l'ADX, Triple H et Shawn Michaels, avec le logo de l'ADX sur une espèce de papier style ancien. Voilà. C'est une cover assez fun. Perso, je suis pas trop fan de ce genre de jaquette, quoi. Je la trouve cool, mais sans plus. Franchement, voilà quoi. Pour du catch, je trouve que c'est pas génial. Après, ça reste la période DX, donc je peux comprendre. Donc voilà, la tranche, l'intérieur. On avait un petit insert, c'était assez cool. C'est dommage maintenant, on n'a plus ce genre de papier avec la carte. C'était vraiment très cool. Le disque, donc voilà, avec le drapeau. Au dos, on a la liste des matchs avec le petit résumé et le main event, donc Umaga John Cena pour le titre WWE et le match entre la DX et Rated RKO Edge et Randy Orton pour les titres par équipe. Donc voilà la carte. Je perds pas de temps et je vais directement commencer par le premier combat. On avait un match en cage pour le titre intercontinental, donc détenu par Jeff Hardy, face à lui Johnny Nitro, le challenger de l'époque. Donc une feud que j'ai vraiment adoré à l'époque. Elle avait commencé fin 2006, cette feud entre Jeff Hardy et Nitro, et elle s'est déroulée jusque début 2007. Donc voilà, je pense que ce match était vraiment quasiment l'apothéose de la feud Jeff Hardy-Nitro. Moi j'ai adoré cette rivalité, franchement c'est une des meilleures pour moi de la fin 2006, début 2007, entre deux catcheurs que j'adore. On aura eu un match de 15 minutes, ce qui est très bien pour commencer et pour un match en cage. Alors on aurait pu avoir un match, quand on regarde les deux catcheurs, assez dynamique, assez rapide. Finalement, même si le rythme aurait été bon, on a eu un match très physique, à ma grande surprise.
J'avais plus trop de souvenirs de ce match. D'après les vagues souvenirs que j'avais, on avait un bon match et finalement j'ai adoré ce combat. Je l'ai vraiment trouvé excellent. Pour moi, c'est le meilleur match de la carte. Voilà, Nitro Hardy, c'est le meilleur match du pay-per-view, sans aucun doute. Même si on aura d'autres bons matchs dans la carte. Mais voilà, pour moi, le meilleur match très très physique, vraiment innovant. On a eu beaucoup de contres. Vraiment à toi, à moi, les deux catcheurs ont dominé. On a eu des contres magnifiques. Beaucoup d'innovation au niveau de leur set move. J'ai vraiment adoré. Les deux catcheurs qui ont vraiment utilisé la cage. Voilà, vraiment aucun mauvais geste, aucun sale geste. Beaucoup de rudesse, de la technique. Pas un rythme effréné. Je peux comprendre que certains auraient voulu un rythme plus rapide entre les deux catcheurs. Finalement, on aurait eu un match très très physique. Moi, j'ai vraiment trouvé ce match excellent. Pas de temps mort, puisque on aura eu vraiment des en fait, beaucoup de spots. C'est vraiment spot après spot ce match. Et ouais, moi j'ai trouvé excellent. Je lui ai mis 4,5 sur 5. J'ai aussi beaucoup aimé la fin de match. Puisqu'on a Nitro qui veut sortir en fait par la porte. Jeff lui est au-dessus de la cage. Et au moment où Nitro veut sortir par la porte, on a non pardon, on a Nitro sur la cage et Jeff qui veut passer par la porte. Melina l'empêche puisque Melina était à l'extérieur de la cage. Et là, au moment où Jeff Hardy commence à sortir de la cage, c'est-à-dire par la porte, on a Nitro lui qui tombe, mais la porte s'ouvre au même moment, ce qui fait qu'il se prend la porte dans les parties. J'ai vraiment adoré la fin, c'était fun, c'était vraiment bien construit. Le match était équilibré, voilà. Je lui ai mis 4,5 sur 5, pour moi ça les vaut largement. Et donc, très belle victoire de Jeff Hardy qui conserve son titre dans un super opener très très solide. Et un match que je vous conseille. Voilà. Un des meilleurs matchs intercontinental pour moi de 2007, sans aucun doute. Deuxième match de la carte, maintenant. On avait un combat bonus, puisqu'on avait un tag team Turmoil. C'est-à-dire un match avec plusieurs équipes. On commençait le match avec deux équipes. Et à chaque fois qu'une équipe se fait éliminer, une nouvelle apparaissait. Une stipulation que j'aime beaucoup. Seul regret, aucun titre en jeu. Voilà, c'est vraiment un match bonus. Donc le match commençait avec les Highlanders, équipe écossaise qui n'est pas restée très longtemps. On aura vu cette équipe fin 2006, premier semestre 2007. Voilà, c'est pas une équipe qui aura marqué la division par équipe à la WWE, mais pourtant une très très bonne équipe, les Highlanders. Face à eux, la World's Greatest Tag Team, c'est-à-dire Shelton Benjamin et Charlie Haas, une équipe que j'adore. Pour moi, une des meilleures équipes techniques de l'histoire du catch. Ils ont été champions, je crois, en 2003. Charlie Haas et Shelton. Donc voilà, on a eu un match très dynamique avec vraiment un match là encore équilibré entre les deux équipes. C'est vraiment du à toi à moi. Pas mal de belles prises là encore, pas mal de tags, de blind tags aussi. C'était intelligent, c'était dynamique. Voilà, pour moi, tout ce qu'il faut pour un début de match par équipe. Finalement, les Highlanders se font éliminer. On a ensuite Axo, Jim Duggan et Super Crazy qui débarquent. Un petit peu l'équipe surprise, Super Crazy, un catcheur mexicain, et Jim Duggan qui lui une véritable légende, qui à cette époque-là était déjà semi-retraité. Donc voilà, je trouvais ça assez bizarre d'avoir cette équipe-là, de catcheurs qui n'ont rien à voir ensemble. Finalement, ils se font éliminer assez vite, après une belle performance de Super Crazy, tout de même. Donc voilà, belle performance de Charlie Haas et de Shelton, qui ont éliminé déjà deux équipes. Ils ont déjà éliminé les Highlanders et Charlie Haas, ils ont éliminé les Highlanders et Super Crazy et Jim Duggan, donc deux équipes d'éliminés déjà. Et on aura ensuite Lane Scale et Trevor Murdoch qui débarquent. Et là, ça se complique pour Shelton et Charlie Haas, puisque physiquement, ils commencent un petit peu à affaiblir, ça se comprend. Ils ont déjà battu deux équipes. Finalement, ils ont cédé par rapport à la puissance. Murdoch et Lane Scale, c'est vraiment une des meilleures équipes de 2007. Donc voilà, ils se sont fait éliminer assez rapidement. Et on aura ensuite la dernière équipe à apparaître dans ce match Tag Team Turmoil, les Crime Time. Là encore, une des équipes les plus populaires de fin 2006, début 2007. Je n'aimais pas trop cette équipe personnellement. Les Crime Time, j'ai jamais trop accroché à cette équipe-là. Leur gimmick était cool, mais voilà, dans le ring, c'était
c'est deux bons catcheurs, mais pour moi, il leur manquait vraiment quelque chose. J'ai vraiment du mal à accrocher à ces deux catcheurs. D'ailleurs, ils n'auront pas eu une carrière par la suite. Voilà, ils n'auront pas eu une bonne carrière. Franchement, GTG qui était jobber et Chad Gaspard, lui, qui a fini dans les oubliettes assez vite. Finalement, c'est les Crime Time qui remportent ce match face à LNSK et Trevor Murdoch. Donc voilà. Ce que je trouve dommage dans ce genre de match, c'est qu'en général, la dernière équipe remporte le match. Là, en l'occurrence, ça s'est encore confirmé, puisque la dernière équipe, les Crime Time, remporte le match. Donc voilà, c'est dommage. En fait, déjà, premièrement, il n'y a pas de titre en jeu. Bon, c'est vraiment un match bonus qui a rempli son rôle. Je veux dire, on ne s'est pas ennuyé. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de suspense dans ce genre de match. Et l'équipe qui commence en général est pénalisée, ce qui est dommage, puisque pour moi la meilleure équipe c'était Charlie Haas et Shelton Benjamin. Finalement, vu qu'ils ont commencé le match, voilà, c'était difficile pour eux. Et donc, victoire des Crime Time. Je lui ai mis 3 étoiles, un quart sur 5, puisque finalement, ce match m'aura diverti. Et il aura quand même duré 19 minutes ce match, ce qui en fait un des matchs les plus longs de la carte. Le deuxième match le plus long, ce qui n'est pas rien quand même pour un match bonus. Donc voilà, 3 étoiles, un quart pour ce match. On arrive maintenant au troisième match de la carte. Et là, on a déjà on a la première fausse note du show pour moi. On avait un match simple avec aucun titre en jeu entre Ric Flair, le vétéran Ric Flair, et Kenny Dykstra. Donc, qui est ce mec? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien membre des Spirit Squad. C'était un petit peu le leader à l'époque, fin 2006, des Spirit Squad. Je déteste ce mec. Je ne peux pas le voir sur un ring, même s'il a quelques qualités. Donc déjà, la feud, Ric Flair, Dykstra, franchement, elle a été vite fait bâclée à Raw. En fait, Kenny Dykstra, qui s'était allié à Edge et Orton, ils ont fracassé Ric Flair à Raw. Ric Flair qui était en sang. Et donc voilà, la feud est partie par rapport à ça. Mais je veux dire, voilà, c'est vraiment une feud bâclée pour moi. Les deux n'ont rien à faire sur un ring ensemble. Ric Flair qui vraiment était dans son dernier run, pratiquement. Dykstra qui lui commençait à être un peu. Commençait à, on va dire, à être en solo. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un match bouche-trou, une feud inutile. Le match aura duré 10 minutes. Donc voilà, c'est une bonne durée pour ce genre de match. Mais au niveau du contenu, on n'a rien à se mettre sous la dent. Ric Flair qui nous sort Atemi sur Atemi. À part ça, pas grand-chose. Kenny Dykstra qui nous sort quelques belles prises. On aura eu quelques souplesses, quelques sauts chassés, quelques prises de risque sur la troisième corde, mais très peu de belles choses au final. Vraiment le strict minimum, pour moi ça ne mérite pas la moyenne. Ce qui pénalise vraiment ce match, voilà, on aura quand même eu la figure for les globes de Ric Flair. Et une prise de soumission de Dykstra, je crois qu'il nous a sorti un Boston Crab. Mais voilà, à part ça, c'était vraiment le strict minimum. Mais ce qui pénalise vraiment ce match, pour moi, c'est la feud inutile. Le côté bouche-trou de ce match, voilà, c'est vraiment... on sent que le match est vraiment là pour combler le manque de temps. Ce qui m'a vraiment déplu. Et surtout la fin, l'arbitre qui est distrait. Et donc Kenny qui frappe Ric Flair dans les parties intimes avec un coup interdit et qui remporte le match. Oui, je crois que ça se finit comme ça. Donc voilà, c'est vraiment les fins que j'ai vraiment du mal, les fins que j'aime pas en fait. J'ai vraiment du mal avec ce genre de fin de match. Surtout voilà le manque de respect quoi. Ric Flair qui perd contre un genou pareil, un catcheur qui n'aura rien eu. Je crois que c'est son seul match en pay-per-view. Kenny, je crois qu'il aura pas d'autres matchs en pay-per-view, du moins en solo, d'après mes souvenirs. Ce mec n'aura rien fait à la fédération, enfin à part dans les Spirit Squad, mais bon voilà, j'en ai déjà parlé en 2006. Voilà, enfin franchement, je lui ai mis 2 étoiles, un quart. Pour moi, ça ne mérite pas la moyenne, même si ça se regarde. Donc voilà, victoire de Kenny Dykstra face à Ric Flair et donc 2 étoiles, un quart sur 5. On arrive maintenant au quatrième match de la carte, déjà à la moitié du pay-per-view. Donc on avait, que je me trompe pas, oui, un match pour le titre féminin détenu par Mickie James face à elle, une de mes catcheuses préférées, la vétérante Victoria. Match qui aura duré 7 minutes. Alors sur la carte, Mickie James, Victoria, on peut s'attendre à du très lourd. À l'époque, Trish n'était plus là, Lita n'était plus là.
Donc Mickie James et Victoria étaient pour moi les deux meilleures catcheuses à l'époque, donc début 2007 pour moi c'est les deux meilleures catcheuses à la WWE. Déjà la durée 7 minutes pour un match de titre féminin c'est très court, même si c'est pas non plus une durée ultra rapide, je veux dire, ça, on peut faire quelque chose de bien, mais c'est très limite au niveau du temps. Au niveau de la feud c'était assez bien, on a eu un petit résumé de la feud, voilà, c'est bien construit, avec Victoria qui a éliminé une par une toutes les divas de la WWE pour arriver à ce match. J'ai bien aimé le petit résumé. Après, ce match, si se résume un petit peu, la puissance de Victoria, qui pour moi a vraiment sorti le strict minimum. Elle aura bien catché, mais on n'aura pas eu une Victoria au sommet de son art, qui aura vraiment misé sur sa puissance pure. Et Mickie James qui catch un petit peu en contre avec sa roublardise, sa vitesse et sa technique. Mais pour moi, les deux lutteuses ont vraiment sorti le strict minimum. Après, je veux bien qu'elles n'ont pas eu beaucoup de temps. C'est vrai que 7 minutes, c'est assez court, comme je l'ai dit. Mais je m'attendais vraiment à mieux. Après, on a eu un match féminin correct. À noter aussi que Melina est intervenue. On a eu un petit segment avant le match en backstage avec Victoria qui a parlé à Melina en lui disant que si elle intervient dans le match, Victoria pourrait lui offrir un match de championnat si elle venait à remporter le titre. Donc on voit Melina intervenir. Finalement, elle se fait virer Manu Militari par Mickie James. Et ensuite, on voit Maria et Candice Mitchell qui, à la surprise générale, viennent aider Mickie James. Donc Victoria qui se fait distraire et qui perd le match. Je crois qu'elle le perd sur un DDT, si mes souvenirs sont bons. Donc fin de match qui était moyenne, match moyen. Voilà, au final pour moi, ça vaut 2,5. Allez, je lui ai mis 2-3 quarts. 2-3 quarts sur 5, un peu au-dessus de la moyenne. Mais voilà, pour moi, je m'attendais vraiment au moins à un match 3 étoiles et demi. Finalement, voilà, 2-3 quarts, c'est bien, mais peut mieux faire. Et donc, Mickie James qui conserve son titre féminin face à Victoria pour ce 4e match. Maintenant, on arrive au 5e combat de la carte. Et là, mes amis, le match le plus attendu à l'époque de ce pay-per-view. On avait la Rated RKO, les champions par équipe de Raw, Edge et Randy Orton face à la DX. Alors, comment résumer ce match? D'abord, il faudrait résumer la feud. Comment résumer cette feud en un mot? Intense. Voilà. Pardon. Une feud intense, violente, avec des Raw exceptionnels. La DX qui était vraiment en pleine bourre à cette époque. Et donc Edge et Orton qui se sont associés pour contrer la DX uniquement. Finalement, ils ont remporté les titres par équipe. Mais voilà, vraiment Edge, Orton, qui à l'époque c'était uniquement associé pour contrer la DX. Et donc on a eu une feud sanglante avec des Raw monumentales, de l'intensité, de la haine, des promos de fou. Au niveau de la construction, c'était vraiment exceptionnel. Voilà, moi qui suis fan de Edge, j'adore Triple H, j'adore Orton et Michael. Pour moi, voilà, les 4 sont 4 catcheurs que j'aime beaucoup. Même si Edge, pour moi, n'est pas non plus au top avec Orton en tant que partenaire. Pour moi, Edge restera au top avec Christian. Voilà, pour moi, Edge au niveau catch par équipe, je le préfère avec Christian, mais voilà, son équipe avec Orton était énorme. Pour moi, Edge, Orton, c'est vraiment une des meilleures équipes, même si l'équipe n'a pas non plus duré très longtemps. Quand beaucoup de fans de catch parlent de cette équipe-là, Orton Edge, on m'en parle souvent comme si c'était vraiment une équipe gigantesque. C'est une équipe mémorable, mais qui n'a pas marqué pour moi l'histoire du catch. Je crois qu'ils sont restés ensemble 6 mois à tout casser à peine, franchement à peine. Et en face la DX qui pour moi est plus une équipe divertissante que vraiment bonne et talentueuse dans le ring. Voilà, finalement le match aura duré 23 minutes, c'est le match le plus long de la carte. Fallait s'y attendre, je pense que voilà, fallait s'y attendre vu la feud. Le match était pour moi quasiment certain d'être le match le plus long de la carte. Donc 23 minutes, le match le plus long. Mais comment résumer ce match? C'est assez difficile déjà. Parce que c'est un match par équipe, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de haine, beaucoup de tension, une durée très longue. Pour moi, ce match a quelques défauts et a beaucoup de qualités.
Je vais déjà commencer par les défauts du match. Pour moi, le début de match. Pour moi, les 8-10 premières minutes du match, on voit la DX dominer, mais un peu trop tranquille. Voilà, il se la pète un peu trop, je trouve. J'ai pas forcément aimé le début de combat. J'ai vraiment trouvé la DX trop facile dans le début de match. En fait, il se balade, il profite, il nargue un petit peu Edge et Orton. Il leur manque un peu de respect. Et j'ai pas trop aimé le début de match, on va dire. C'est pour moi le premier point faible. Le second point faible, c'est que ça manquait un peu de technique. On a eu beaucoup de coups de poing, on a eu beaucoup de tags, on a eu beaucoup de travail dans le coin, de sales coups, d'intervention. Ça manquait de technique. Voilà. Mais à part ça, j'ai vraiment rien à dire. On a tout eu dans ce match, de la violence, du sang. Edge et Orton qui reviennent avec... on a un spear de Edge à travers les cordes sur Michael. On a ensuite Randy qui frappe Michael avec la ceinture. Et là, on a une domination de Edge et Orton qui reprennent la main. J'ai beaucoup aimé le changement de domination dans le match. Après la première partie qui était vraiment à l'avantage de la DX et la seconde partie du match à l'avantage de la Rotate d'Arkeo. J'ai beaucoup aimé le changement de domination. C'est vraiment un point positif du match. Et surtout, il faut en parler. Je vais vraiment en parler avant que j'oublie. Ce match est vraiment connu pour la blessure de Triple H. Puisque Triple H, après un Spinebuster, se blesse le genou gauche, je crois. Oui, c'est bien le genou gauche. Si mes souvenirs sont bons. Et là, on a vraiment pour moi un des plus beaux moments du catch. Puisque Triple H a continué à catcher avec une blessure. J'ai entendu une interview à l'époque d'un médecin de la WWE qui certifiait que normalement, avec la blessure qu'a subi Triple H, je n'ai plus le nom de la blessure exacte, mais normalement, il ne pouvait quasiment plus tenir debout et avancer. C'est un médecin de la fédération qui a balancé cette info et il a continué le match. Respect à Triple H. Pour moi, c'est vraiment voilà, ce match et la performance de Triple H, sa persévérance montre ce qu'est un catcheur professionnel, montre ce qu'est un passionné du catch. On peut dire ce qu'on veut sur Triple H, mais le mec, croyez-moi, il catchera jusqu'à la mort. Là, franchement, catcher avec une blessure pareille, pour moi, on peut dire que le mec est capable de catcher quasi jusqu'au bout, quoi. Je veux dire, je suis sûr que Triple H, limite, dans le coma, continuera à catcher. Voilà, il montre vraiment que c'est un mec respectueux. Il montre ce que doit être un catcheur professionnel, selon moi. Et je pense que tous les fans seront d'accord avec moi sur ce point de vue. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de magique, cette image. On aura eu ensuite une fin de match où du coup Michael doit un peu combler le fait que Triple H manque du coup de rythme, ce qui n'est pas un défaut, puisque pour moi c'est plus une qualité avec ce qu'il a démontré. Donc Michael prend les rênes du combat. On aura une descente du coude de Michael, de la troisième corde sur la table des commentateurs, et un pedigree de Triple H qui, blessé, sort un pedigree sur la table des commentateurs. Là encore, respect. Et finalement, le match se finit sur... on n'a pas de fin en fait. C'est le troisième défaut de ce match. Ce qui fait que j'ai un peu baissé ma note en fait. On n'a pas de vainqueur puisque le match se finit sur une disqualification de la DX. Même si l'arbitre ne le signale pas. Je trouvais ça un peu dommage comme fin, un peu bâclé. Mais bon, voilà. Edge et Orton qui conservent. Triple H qui se blesse. Mais la DX qui pulvérise la team Edge Orton. Et qui tient sa promesse. Pour eux, le but était pas de remporter les titres, mais bien de pulvériser. Puisque oui, je le rappelle, les titres par équipe étaient en jeu dans ce match. Mais voilà, je pense que Triple H et Michael n'en avaient rien à faire. Ils voulaient strictement détruire Edge et Orton. Et voilà, ça s'est vraiment ressenti. Donc pour moi, le contrat a été rempli malgré les quelques défauts de ce match. Je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts sur 5. Sans les quelques défauts, c'est-à-dire le manque de rythme en début de match et une fin de match nette et sans bavure. Ce match aurait facilement à avoir 4 1 quart ou 4,5. Mais voilà, avec ses défauts, je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts sur 5. On arrive maintenant au 6e combat de la soirée. Je vais enchaîner assez vite. On avait Chris Masters face à Carlito. Donc une feud là encore qui s'est un petit peu fait à la va-vite. C'est un peu, voilà, aucun titre en jeu. Carlito Masters, de catcheur qui me manque beaucoup, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et on a eu un match de 6 minutes. C'est le match le plus court de la soirée. Carlito Masters avait déjà eu un match en 2006, à Backlash 2006, si mes souvenirs sont bons.
dans l'opener de Backlash 2006. Donc voilà, quasiment un an après, les deux sont encore en feud. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule quand même. Même si les deux catcheurs sont très potes dans la vie de tous les jours, il faut le savoir. C'est vraiment deux très très bons amis. Mais bon, voilà, je veux dire, les deux ont déjà eu un match à Backlash 2006. Ont déjà eu une feud quasiment un an auparavant. Donc là, c'est un peu pour moi du foutage de gueule. Mais franchement, en 6 minutes, ils ont fait le maximum. On a eu de très très belles choses dans ce match. Belle performance de Carlito qui nous sort un double jump moonsault magnifique. Bien accueilli par Masters. Franchement, super mouvement. Master qui a sorti des belles prises puissantes. C'était propre. Voilà, un petit match de 6 minutes propre juste avant le main event. J'ai bien aimé. Voilà, il n'y a rien de plus, mais c'est correct. Ça se regarde entre deux catcheurs que j'aime beaucoup. Donc voilà. Excusez-moi, je vais juste rebrancher mon chargeur. Voilà, je m'en excuse, j'avais plus de batterie. Pardon. Donc voilà, je disais, un petit match juste avant le main event entre Carlito et Masters qui est sympa. Avec une victoire de Masters, la fin est un peu dommage, puisqu'on a un roll-up de Chris Masters qui remporte le match en tirant le slip de Carlito. J'aime pas ce genre de fin de match. Mais bon voilà, je veux dire, un match de 6 minutes propre, qui n'a rien à faire dans la carte, mais qui finalement se regarde. Avec une belle victoire de Chris Masters et quelques beaux mouvements. Je lui ai mis 2 étoiles, 3 quarts sur 5. Voilà, un peu au-dessus de la moyenne. Et on arrive maintenant au main event of the evening, le dernier match de la carte. Umaga, le challenger, le catcheur qui montait, le catcheur peuché à l'époque, la bête samoan face à John Cena, le rappeur. D'ailleurs, rest in peace pour Umaga, qui est un catcheur qui me manque. Ça m'a vraiment fait plaisir de revoir Umaga catcher. C'est un catcheur que j'adorais, exceptionnel catcheur. Vraiment beaucoup de nostalgie en revoyant Umaga catcher. À l'époque, Umaga était vraiment la terreur, le catcheur qui montait. Voilà un petit peu, j'ai envie de dire, le Ryback. À l'époque où Ryback était en plein push. Ah ben voilà, Umaga à cette époque-là était un petit peu le Ryback, celui qui détruisait tout sur son passage. Mais voilà, pour moi, Umaga est quand même supérieur à Ryback. Voilà, aucune comparaison à faire. Umaga est un catcheur que j'adore, un excellent technicien pour son gabarit, pour moi un des meilleurs poids lourds de l'histoire du catch. Voilà, je le dis en toute franchise. On a eu un match de 17 minutes, donc ce qui en fait un des matchs les plus longs de la carte. Moins long que le match par équipe et moins long que le match Tag Team Turmoil. Donc voilà, c'est pour dire quand même. C'est assez surprenant. J'aurais pensé que le match aurait duré au moins 20 minutes. Mais bon, voilà. On aura eu largement assez pour ce qu'on avait à voir. Donc, match de... comment dire ça? Un match de brawler, en fait. On a eu un match de brawler, de bagarreur. Avec un Umaga qui domine de la tête à des épaules les 3 quarts du combat. C'est vraiment un match à sens unique, même si John Cena répond avec ses prises favorites. On a quelques contres de Cena. Umaga qui décime Cena. Ce match peut un peu rappeler Brock Lesnar-Cena dans une moindre mesure, bien sûr, puisque Umaga n'est pas Brock Lesnar, c'est pas le même style. Mais voilà, on voit vraiment un Cena se faire décimer. À l'époque, c'était vraiment une première de voir Cena se faire malmener comme ça. C'était la première fois à l'époque que les fans voyaient Cena se faire enchaîner comme ça. C'était du jamais vu pour l'époque. Moi, j'avais beaucoup aimé ce match en direct. Voir Cena se faire tuer, détruire à l'époque, pour moi, ça n'avait pas de prix. Étant un anti-Cena à cette époque-là, j'avais adoré. Voilà, franchement, c'est un peu dommage justement que le fait que Umaga domine trop le match et que Cena répond par contre. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment propre. Ça avait du sens par rapport à la feud, à la montée en puissance de Umaga, le fait qu'Umaga était resté invaincu plusieurs mois. D'ailleurs, je crois que Umaga, corrigez-moi si je me trompe, mais était toujours invaincu avant ce combat. Oui, là, je crois que c'est ça, hein, il était toujours invaincu. On a aussi Armando Alessandro Estrada, un manager que j'adorais. Pareil, hein, ça m'a fait super plaisir de le revoir. Un des meilleurs managers de l'histoire. J'adore ce mec, il était mortel avec ses cigares et tout. J'adorais ce mec, il vendait du rêve. Voilà. Mais c'était un bon match. Mais malheureusement, il y a un mais, il y a un défaut. Désolé pour le petit panne de lumière. Il y a un mais dans ce match, c'est la fin. Super Cena
super méga John Cena, j'ai envie de dire, qui se fait enchaîner tout le match, malgré quelques contres, qui sur un contre, Umaga partait, Cena était dans le coin opposé, Umaga partait pour une avalanche, pour son coup de fessier, Cena qui le contre avec un espèce de Bigfoot, enfin avec les deux pieds dans la face, il enchaîne avec un roll-up et il remporte le match. Il surprend Umaga. Voilà, la fin de match, vraiment, là, c'est abusé. Pour moi, c'est abusé ce genre de fin de match. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, après un match pareil, je veux dire, que Cena revienne pendant 5 minutes et qu'il remporte le match, oui, mais là, sur un contre comme ça, avec un roll-up. Après, d'un point de vue différent, on peut se dire que Umaga est un catcheur qui ne réfléchit pas du tout. Un catcheur qui fonce ses têtes baissées dans le tas. Et on peut voir, d'après ce point de vue-là, qui s'est fait contrer par manque d'expérience, par voilà, c'est un catcheur qui fonce tête baissée. Et de ce point de vue-là, on peut trouver la fin correcte. Mais voilà, étant anti-Cena, pour moi, la fin de match, voilà, ça passe toujours pas, même après revisionnage. Et c'est ce qui fait que le match, pour moi, baisse. Je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts tout de même, parce que j'ai vraiment vu de très très belles choses. Un Umaga qui vendait du rêve, un Cena qui contre, mais à part la fin et le sens unique du match, il n'y a pas beaucoup de défauts. C'était vraiment très très propre. Et pour moi, ça mérite donc 3 quarts sur 5. Et donc, Cena qui conserve le titre WWE. Donc voilà, pour la review de New Year's Revolution 2007. Donc note finale, je lui ai mis 3 étoiles, 1 quart sur 5. Donc ce qui en fait un pay-per-view assez bon. On peut dire un bon pay-per-view, mais sans plus. Voilà. Avec un très bon match par équipe entre la DX et la Rotten RKO. Un super match en cage entre Jeff Hardy et Nitro. Et un très bon main event. Donc voilà. On a vraiment 3 matchs intéressants sur la carte. Et donc 3 étoiles, 1 quart sur 5 pour moi, il les vaut. Moi, je vous dis rendez-vous pour la prochaine chronique qui sera le Royal Rumble 2007. Jusqu'à là, portez-vous bien et ciao. Restez fans de catch. À la prochaine.